Bonjour, bienvenue à C'est le sport, l'émission du service des sports de la Charente Libre. Avec moi aujourd'hui, Kevin Cabioche, le coureur de fond de la rédaction. Bonjour Kevin. Bonjour. Et Kevin, spécialiste de l'athlétisme, qui est là pour accueillir Sorna Lacoste et Bastien Lacoste, qui arrivent des États-Unis. Ça va être le sujet de l'interview. Jingle. Kevin, donc Sorna et Bastien qui sont descendus lundi de l'avion en provenance des États-Unis pour attaquer la saison hivernale. Oui, qui ont passé l'hiver à Orlando pour se préparer pour cette nouvelle saison. Comment ça se passe la vie à l'américaine, Sorna ? Bon, la vie à l'américaine se passe très bien. Disons que c'est un pays assez cool. En tout cas, Orlando et la Floride, c'est vraiment cool. Il fait beau. Donc voilà. Et voilà, il y a de belles choses et voilà, ça se passe vachement bien. Sorna, vous vous entraînez avec le groupe de Gary Evans. D'abord, qui est-il et quelles sont ses méthodes de travail? On va peut-être les évoquer avec Bastien également. Alors, Gary Evans, c'est le meilleur entraîneur du monde en 2019. Donc, il a été primé pour ça. Il a dans son groupe notamment le très connu Steven Gardiner. Donc, il a été champion olympique en 2021 et qui a été aussi champion du monde 2 ans avant. Sur 400 également. Sur 400 mètres. Donc, sur 400 mètres. Il a aussi dans son groupe la championne olympique sur 100 mètres haies. Donc, c'est quand même quelqu'un de grande renommée dans l'athlétisme, quelqu'un de discret, donc on ne voit pas un peu partout, mais qui travaille très bien. Ses méthodes de travail, disons que c'est dur. C'est quelqu'un qui est très dur, qui n'hésite pas à aller vraiment au bout des athlètes. Donc, il y a des jours où vraiment on a un quart du groupe qui vomit par terre tellement on est mal, quoi. Donc, il confirme parce que c'est vraiment ça. Donc, c'est quelqu'un qui va aller chercher l'athlète jusqu'au bout et que l'athlète puisse aller jusqu'au bout de lui. En plus, il y a tellement de concurrence que tout le monde se donne. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas, Bastien, justement? Chercher de la concurrence parce qu'en France ça commençait à devenir un petit peu compliqué. Courir avec des garçons c'est faisable, mais c'était pas pareil pour elle, voilà, parce que si c'est un garçon devant, elle trouve ça normal, c'est ce qui paraît logique. Quand c'est une fille, l'ego forcément prend un petit peu le dessus. Donc Sorna, elle est arrivée dans le groupe là-bas, elle avait le moins bon record. Ouais. Mais malgré tout c'est un groupe assez dense, c'est-à-dire que même si la meilleure avait un record en 49,5 je crois pour Shakima, après il y a quand même pas mal de filles autour de 51 ou 55 ans, donc c'est vrai que voilà, c'est faisable de faire des séances ensemble et puis voir aussi aux États-Unis comment ça se passe, parce que je crois que j'avais regardé dans le top 30 mondial des athlètes sur 400 mètres, je ne sais plus, il y avait 18 athlètes qui s'entraînaient là-bas. Et en plus, voilà, ils sont quasiment tous soit en Californie, donc côte ouest, soit en Floride, côte est. Donc c'est un grand pays, mais en fait, ils sont quand même tous presque sur les 2 mêmes villes. Donc voilà, c'est plus facile de travailler au soleil. Ouais, ça c'est sûr. Quand on est parti là, avant-hier, il faisait 29 degrés encore. Ouais. C'est très différent ou c'est les mêmes méthodes de travail qu'en France quand même? Non, c'est assez différent. C'est-à-dire que sur 400 mètres, quand même, ils ont pas peur de se faire très très mal. C'est-à-dire que oui, on a le cliché dire ouais, aux États-Unis, c'est des brutes, c'est des bourrins. Oui, je confirme. Oui, c'est pas faux. Je confirme, c'est-à-dire que sans prétention, moi j'avais déjà en tant qu'entraîneur une sensibilité assez proche de ça. Je passais déjà pour un fou furieux en France, mais à côté d'eux, j'étais un petit joueur. Donc, séance très dure, beaucoup de long, beaucoup de côtes, des côtes de plus de 300 mètres qu'il faut faire à fond, carrément. Sorna, vous avez parlé du Banaméen Steven Gardiner. On va voir quelques images de sa finale olympique remportée en 2021 sur 400 mètres. Est-ce qu'il vous apporte des conseils? Est-ce que vous le côtoyez de près? Parce que c'est un groupe qui doit être assez large quand même. Oui, on le côtoie vraiment de près. On le voit tous les jours. En fait, c'est quelqu'un de très, très simple. On a toujours cette image du champion olympique inaccessible ou qui se prend la tête. Mais non, en fait, c'est quelqu'un qui est très accessible. La première fois que je l'ai vu, il m'a regardé, il m'a demandé... Comment tu t'appelles? Je lui ai donné mon prénom. Il m'a dit,
est-ce que je peux te créer un surnom? Je lui dis non, quand même pas. Comme on commence sur des bonnes bases, on apprend tous les prénoms des autres, comme ça, ce sera plus simple. Mais voilà, donc c'est quelqu'un d'accessible qui va aller toujours vers les autres pour se... Il y a eu un surnom ou pas alors? Non, j'ai dit non. Voilà. C'est Sorna. Voilà, c'est Sorna. Quand j'ai dit le nom de famille, elle m'a dit ah mais comme la marque. J'ai dit oui. Je dis, bah, elle m'a dit je vais peut-être t'appeler plutôt Lacoste. Mais bon, finalement il a quand même très bien retenu et c'est peut-être celui qui dit le mieux mon prénom du groupe. Souvent, quand même, ils avaient beaucoup de mal avec Sorna. Alors, ça partait en Shona, Shakima, ça. Et souvent, c'était France. Oui, c'est ça. On m'appelait France. Pourquoi pas? Parce que vous êtes la seule française du groupe. Du groupe, ouais, ça c'est sûr. On était les seuls non anglophones en fait. Il y a beaucoup d'athlètes étrangers. Je dirais que c'est à peu près 50% du groupe, mais voilà, ils sont tous anglophones vraiment, que ce soit des Bahamas, de la Jamaïque ou d'ailleurs, ou même quelques Anglais il y avait, voilà. D'où l'anglais parfait de Sorna maintenant. Voilà. Ça m'a aidé. Un peu moins parfait de Bastien. Oui, clairement moins. Bon, ça fait le contexte aux États-Unis. Sorna, il doit être bien différent de ce que vous avez pu voir au G2A, ce que vous vivez au G2A, où vous n'avez pas forcément connu que des champions. Hein. On a une photo à vous montrer. Belle équipe de vainqueurs. Ouais. C'est notre groupe, oui. En fait, on était très bien. En fait, à ce moment-là, le groupe était très bien pour moi parce que j'avais Philippe, Fifi, qui est juste à côté de moi, qui avait à peu près mon niveau. Donc, on s'entraînait ensemble et on avait à peu près le même niveau. Mais à chaque fois, il me disait, mais chaque année, tu passes devant. c'est de plus en plus dur de te suivre. Et c'est vrai qu'à la fin, j'étais toujours devant. Mais au début, au moins, j'étais avec lui. C'était en 2016, c'était en KD1, donc c'était un an avant ton titre de championne de France cadette qui t'avait un peu révélé. C'est ça. Et pour ceux qui ne l'ont pas bien vu, si on peut vous revoir la photo, je crois qu'il y a Kevin à l'extrême gauche. Oui, c'est ce que j'allais dire, pas le même niveau, mais le mec de gauche, moi je me rappelle très fort. Très fort. Une foulée rasante. Voilà. Petite foulée, mais rapide. Ouais, donc ça fait quand même un chemin de parcouru. On vous appelle France, mais vous êtes né au Sénégal, à Kaolack, arrivé en Europe en 2010, d'abord en Espagne, puis en France en 2014. Ouais, c'est un chemin de parcouru assez impressionnant. C'est ça. Donc, en prenant l'avion pour aller aux États-Unis, je me suis regardée, je me suis dit, quelle chance finalement, parce que je viens déjà d'assez loin. Et je pars encore plus loin. Donc déjà, quand on fait les États-Unis et le Sénégal, ça fait quand même une distance énorme. Et j'ai cette chance maintenant, avec l'athlétisme, de pouvoir bouger et aller un peu partout. Et le chemin continue, je pense, petit à petit, avec le futur, les Jeux Olympiques et tout ce qui va arriver. J'imagine que je vais peut-être même aller plus loin. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais c'est de la chance. Ouais, c'est une belle vie. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Là, vous êtes rentré lundi en France, vous allez passer le printemps et l'été en Europe. Quel va être votre programme là, dans les prochaines semaines? Alors, dans une semaine, donc le 11, j'ai le meeting à Metz. C'est un meeting international assez relevé. Après, peut-être Liévin, donc dans le nord de la France, et après les championnats de France. Et l'objectif vraiment de cet hiver, ce sera les championnats d'Europe à Istanbul, si tout se passe bien. Parce qu'avec l'actualité, je ne sais pas comment ça va se passer avec le tremblement de terre qui vient. Donc tout sur 400 mètres, pas de 200 mètres cet hiver. Pas de 200 mètres, parce qu'on n'a pas encore commencé à travailler la vitesse. Et on prend un peu plus de temps, donc la vitesse, ça sera peut-être plus... Des objectifs chiffrés, chronométrés sur le 400 indoor? Je n'ai pas d'objectif fixe, mais le budget là, c'est de faire les minima pour les championnats d'Europe, donc 52-30. Avec un record 52-70. Donc abaisser le record. Abaisser le record, voilà, déjà. Et se qualifier au championnat d'Europe et après au championnat d'Europe. Voilà, après... Au mieux. Ça c'est pour l'individuel. Après, on ne sait pas encore de manière officielle si le 4x4 sera pris. En fait, ça sera la somme des 4 meilleurs temps. Voilà, c'est un mode de qualif un petit peu compliqué qui va se jouer encore jusqu'au championnat de France. Mais quand même, de ce qu'on voit, je pense que le relais français ne doit pas être trop mal. Et compétitif. Ouais, je pense. Au championnat d'Europe, il y a une médaille à aller chercher. Ah oui. Espérons, c'est ça l'idée,
Et cet été, il y aura donc les championnats du monde du 19 au 27 août à Budapest. C'est un peu l'objectif ultime de la saison. Il y a des minima à 51,00. Votre record, on va voir la course. D'ailleurs, c'était à Marseille en juin 2022, 51,62. Ça fait un gap assez important. Est-ce que c'est atteignable dès cette saison ? Je pense que c'est atteignable parce que avec tout le travail fait et qu'on est en train de développer et la vitesse qui va venir pour cet été, je pense que voilà, 10e, c'est quelque chose de faisable. Je ne dis pas que ça soit facile parce qu'il n'y a rien de facile, mais c'est un objectif faisable. Et si dès cet été, j'arrive à diminuer même des 51 secondes, ça me permettrait de me qualifier directement au JO même. Donc voilà, c'est l'objectif et on fait tout pour. Bastien, il y a déjà des données sur les entraînements qui permettent de dire si elle va y arriver ou pas ? Voilà, j'allais venir sur ça. Ouais. Alors, en fait, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais Sorna a déjà montré, pas cette année encore, parce que pour l'instant, on est encore sur la préparation assez longue. Voilà. C'est pour ça qu'elle manque un petit peu de vitesse. Ça va venir. Mais oui, l'année dernière et l'année d'avant, elle a déjà montré certaines séances qui laissent à penser que c'est faisable. C'est faisable. Il faut toujours juste que ça soit au bon moment, le bon jour, et que ça sorte. Mais je pense que c'est un niveau qui est atteignable pour moi. À voir aussi, voilà, pour bien se préparer pour que ça arrive vraiment au bon moment. Et ce travail de fond cet hiver aux États-Unis, il doit servir à ça. Voilà, c'est exactement ça. Disons que cette année, on prend plus de temps. Je ne sais pas du coup quel chrono je vais pouvoir faire cet hiver, mais le but du jeu, c'est de prendre le temps de travailler pour cet été. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas encore fait toutes les phases de l'entraînement. C'est un tout petit peu prématuré pour le moment, mais le but du jeu, c'est que vraiment cet été, que je sois vraiment au mieux pour déjà commencer à penser Paris 2024 et les minima. Avec un pic de forme que vous avez fixé à quand alors ? Pour le championnat du monde. Quel championnat du monde ? En fait, c'est essayer de ne pas faire la même erreur que celle faite l'année dernière. En fait, on voit une Sorna très, très, très forte 10 jours avant le championnat de France. Le championnat de France, bon, on sait comment ça s'est passé, mais même après, quand c'est rentré un petit peu dans l'ordre, la forme était un petit peu moins là. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment le but du jeu, c'est de pas prendre le temps. De prendre le temps. En fait, mais c'est ce que Sorna a expliqué, il y a différentes phases au niveau entraînement, on va pas toutes les détailler, mais voilà, on fait en sorte que toutes les phases soient plus longues pour pouvoir durer plus longtemps sur la saison. Parce que ça commence dès le mois de mai avec les interclubs, avec le G2A, donc jusqu'à fin août, c'est vrai que ça fait une longue... c'est ça. Et même jusqu'en septembre, parce qu'il y a de plus en plus de grosses compétitions de type Diamond League et autres qui sont en septembre, qui sont après même les championnats. Et ces compétitions sont vraiment importantes parce que ça permet d'avoir des points. C'est des points de ranking, un peu comme pour le tennis. Plus on fait de compétitions de haut niveau, plus on a des points et plus on est bien classé au niveau mondial. Et là, dernièrement, je suis dans les 60 mondiaux, enfin premier du ranking mondial, et le but du jeu, c'est de faire ces points-là pour être mieux, parce que je sais que j'ai fait des performances qui permettent d'être mieux classé, mais je ne fais pas encore les compétitions qu'il faut pour avoir assez de points pour être mieux classé. Donc, voilà, après, tout ça, c'est stratégie. Être mieux classé permet de disputer ces courses-là. Voilà, c'est exactement ça. Complètement. Au-delà de l'individuel, Sorna, il y a aussi le relais, on en parlait tout à l'heure. Là, vous pouvez forcément compter sur les conseils de Bastien, qui a été un très bon relayeur. Je crois qu'on a une photo, Kevin. Oh, j'ai peur. Oh, ça va. Il y a eu pire que ça. Il y a eu pire que ça. Le regard technique, Sorna, sur la position. Alors là, pas du tout. C'est un relais assuré, c'est les interclubs, faut pas faire de zéro, c'est ça ? C'est sûr que là, c'est assuré. Déjà, là, oui, il a pris comme il a pu. Après, c'est pas facile, les relais d'interclub. Parce que ça dépend vraiment de comment arrive l'athlète derrière. Si l'athlète derrière arrive en étant vraiment hyper en difficulté, on est obligé de se repousser et de se mettre vraiment en début de zone pour récupérer au plus tôt. Donc, c'est pas toujours facile. On ne sait pas comment arrive celui d'avant. Mais merci de me... Ah oui. C'est sympa. Oui, mais la moyenne. Oui, allez, la moyenne. La moyenne parce que le relais n'est pas tombé. Très bien. Et Bastien, est-ce que vous avez repris votre carrière aux États-Unis ou plus, pas du tout ? Non. Sorna m'avait poussé un petit peu à faire quelques petites séances, non pas avec les gars, c'est même pas possible, mais avec les filles. Mais non, enfin... Ça serait ridicule. Mais ouais, j'ai fait quelques séances à part tout seul, comme ça personne ne me voit. C'est très bien. Mais non. On va demander à Sorna de filmer en cachette un peu. Oui, voilà. La prochaine fois, j'ai filmé. Si vous l'envoyez. Peut-être un petit retour pour les interclubs quand même.
s'il y a besoin. J'ai l'impression que cette année, ils n'auront pas besoin. Et puis tant mieux pour le club, parce que l'année dernière, je les ai dépannés, mais bon, les pauvres, quand même, ça n'a pas rapporté beaucoup de points. Non, mais j'ai dû faire 55 secondes, et cette année, ils le ont dégagé en 50 secondes. Enfin, tant mieux. Ouais. Donc non, là, je reste tranquille. Donc on a parlé des championnats du monde là, cette année. L'année prochaine, ça sera les JO, en plus à Paris. Donc là, c'est vraiment un objectif hyper important. Et est-ce que vous en rêvez déjà, ou est-ce que c'est encore assez loin? Non, franchement, je vois les JO comme quelque chose de déjà assez près, parce qu'il ne me reste plus qu'un an et demi. 18 mois, oui. C'est ça, un an et 6 mois. Donc, je suis déjà vraiment projetée sur la saison, comment ça va se passer, comment on va organiser les choses et tout. C'est quelque chose d'assez près. Et tout ce qu'on fait maintenant, c'est pour Paris 2024 déjà. Ouais. On prend le temps, on ne se précipite plus, on essaie vraiment de créer la forme pour les championnats du monde et pour les JO. Les minima, on les connaît déjà? Oui, c'est 50-95. D'accord. Bon, ça tourne souvent autour des mêmes choses, tu vois. 51-0, il y a eu du 51-30, des trucs comme ça. C'est ça. Donc, il y a plusieurs moyens de se qualifier. Donc, il y a les minima directement, 50-95. Il y a le ranking, donc d'où l'importance de prolonger les compétitions et d'aller vraiment sur les bonnes compétitions. Et il y a le relais. Donc, j'ai 3 moyens de me qualifier et il ne faut pas se louper. Vous étiez déjà dans le relais à Tokyo. Là, cette fois, l'objectif, c'est d'y aller en individuel. En individuel, bien sûr. Et avec le relais, les deux. Oui. Ouais. Les deux. Ouais, les JO, c'est un objectif qui a un prix. Il faut se concentrer à 100% sur son sport. C'est difficile pour beaucoup d'athlètes. Vous avez fait le choix d'abandonner votre carrière d'infirmière ou de la mettre entre parenthèses. C'est un choix qui est payant pour l'instant? Pour le moment, c'est payant parce que j'ai plus de temps. Vraiment. Je suis à 100% dans l'athlétisme. Tout ce que je fais du matin au soir, c'est bien calculé pour la récupération, voilà, la quantité d'eau, la nourriture. Tout est fait vraiment pour l'athlétisme. Et je me donne du coup 1 an et demi pour y arriver. Et après, j'irai plus me consacrer sur l'après-carrière et tout le reste. Et, vous aurez quel âge en 2024, Sorna? 24 ans. Moi, je vais avec les autres. Je suis née en 2000, donc c'est toujours assez facile. Ça ne sera pas la fin de la carrière, non? Non, ça ne sera pas la fin de la carrière, mais ce sera la préparation, disons, pour après. Et maintenant, j'ai du temps. Tout ce que je fais du matin au soir, c'est vraiment fait pour l'athlétisme. Et ça, c'est important. Ouais. Est-ce que vous aviez arrêté vos études d'infirmière, que vous avez dû reprendre pour ne pas perdre les années déjà faites? C'est ça, déjà fait. En fait, on est toujours tiraillés entre les études, la carrière sportive et ce qu'on veut faire aussi nous, par exemple en tant que femme, on se dit voilà, ce serait bien un jour avoir un enfant, faire ceci, faire cela, mais en fait l'athlétisme pour le moment, je me dis c'est l'athlétisme qui prime, c'est ce qui motive le plus pour le moment et il faut que je me concentre d'abord sur ça avant d'aller faire d'autres choses. Et surtout maintenant, les carrières sont pas toutes, les carrières professionnelles sont pas toutes figées. Oui. On voit beaucoup de femmes on voit des femmes, déjà beaucoup plus d'athlètes revenir de grossesse par exemple. Au niveau des études, les gens changent de métier assez facilement, refont des études, même si c'est à distance ou ailleurs. J'ai vu quelqu'un dans ma formation infirmière qui avait plus de 45 ans, qui avait eu une vie avant et qui a changé de métier et qui était très très content d'avoir changé et qui ne regrettait pas sa vie d'avant, mais qui veut changer. Donc ça se fait de plus en plus. Je me dis pourquoi pas prendre le temps et me donner le temps après de voir et de faire ce que il y a des cycles de vie. Pour l'instant, le cycle, c'est l'athlétisme et Paris 2024. Quoi. C'est ça. Cette chose en tête. Et trouver des partenaires, c'est parfois un parcours du combattant. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que c'est pas trop fastidieux de faire ça? Alors, c'est pas toujours facile, mais bon, j'ai Bastien qui est là à côté, qui cherche, qui fait tout ce qui est recherche de partenaires et tout, et qui les contacte, qui fait tout ce boulot-là. Moi, à côté, je me concentre plus sur la course, mais c'est pas facile de trouver des partenaires parce que, bon, déjà, surtout maintenant, là, on est dans un contexte quand même économique assez compliqué. Les entreprises sont pas toutes dans une grande facilité, disons. Donc, déjà, il faut survivre et après, penser aux athlètes, à tout ce que tu peux faire derrière pour les athlètes. Mais oui, moi, j'ai la chance d'avoir trouvé des partenaires assez tôt, ce qui me permet maintenant, du coup, d'être
presque tranquille pour Paris 2024, même s'il en faut toujours plus, parce que plus le projet augmente, plus il y a besoin de financement, parce que les allers-retours, on fait, il y a besoin de budget logement, budget alimentation, tout augmente. Mais j'ai la chance d'être quand même entourée de personnes, de bonnes personnes vraiment qui prennent du temps pour moi, qui ne donnent pas juste de l'argent pour mon projet, mais qui suivent le projet et qui me suivent pour tous les jours. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et grâce à Bastien aussi, d'avoir le temps de chercher, par exemple sur LinkedIn, c'est notre voie pour trouver des partenaires. Il prend du temps pour chercher et ça c'est bien. Ouais, il faut dire aussi qu'on a beaucoup joué sur l'image très locale pour elle. Et donc là, merci à vous, merci à donc Charente Libre d'avoir joué le jeu et voilà, de créer cette image de Charente, de proximité, Angoulême. Et si j'avais un conseil à dire pour certains sportifs, c'est viser des grosses marques, c'est très compliqué. C'est compliqué. Alors que sur le plan local, on peut vraiment faire des chouettes choses. Mais ça nous amène justement au fait que Sorna, vous avez été élue sportive charentaise 2022 par Charente Libre en décembre dernier. Vous aviez déjà été désigné espoir charentais en 2017. Je crois que ça avait été une distinction qui avait beaucoup joué aussi dans votre vie. C'était vraiment une chance énorme. Alors le jour des Charentais de l'année, je monte sur la scène, tout ça. Et à côté, il y avait M. Delru, du coup, Mézéa, qui parrainait l'espoir charentais de l'année. Et juste après, quand je suis descendue de la scène, il m'a donné sa carte en me disant si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Alors là, n'hésitez pas, je n'ai pas hésité. À un moment, je me suis dit, je lui envoie un message direct ou j'ai attendu un peu parce que ça ne se fait pas quand même de lui sauter dessus comme ça. Et quelques jours après, j'ai envoyé un message disant, voilà, je suis dans une phase maintenant où je veux faire du sport, je veux être sportif de haut niveau. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et à l'époque, il m'avait aidé à acheter du matériel, une case de musculation, des poids de musculation, plein de choses, plein de matériel que je n'osais même pas, j'aurais jamais pu me payer. Et c'est là que ça a commencé, en fait, le partenariat avec Mézéa. Et chaque année, ça augmente. Et là encore, on est ensemble jusqu'en Paris 2024. Et je sais que ça va encore continuer parce que c'est des gens qui sont très, très fidèles à mon projet. Et vraiment, je les remercie parce que grâce à eux aussi, je me suis rendu compte, il y a des entreprises qui ont envie d'aider des athlètes et ça nous a poussé un peu plus à aller voir d'autres aussi, à continuer. Mais vraiment, c'était les Charentais de l'année, le début de tout. Ça, c'est sûr. L'histoire, elle est belle. La remise du prix de la sportive 2022 n'avait pas pu se faire en votre présence puisque vous étiez aux États-Unis en décembre dernier. Aujourd'hui, on souhaitait le faire avec Sophie Violo du Crédit Mutuel, qui, elle, n'a pas pu être là. Donc, on fera ça en sa présence prochainement, sans doute au mois de mars, de façon à quand même vous remettre de la main à la main ce prix. Bien sûr. Et en plus, j'ai vu un peu le prix, ce que ça ressemblait. Ça ressemblait à des poids de musculation. Ça a l'air quand même d'être différent d'habitude. Et c'est chouette. Bon, rendez-vous est pris. Bon, cette émission n'est pas terminée, cette interview est terminée. Merci Sorna, merci Bastien. Merci. Avec plaisir. Alors, on ne va rien cacher aux gens, on va vous laisser là puisque vous avez un emploi du temps très chargé. Nous, on reprendra le fil de l'émission C'est le sport un peu plus tard. Et on va lancer le jingle de l'événement. On passe d'une internationale à un autre, après l'athlète Sorna Lacoste. Fabrice Landreau, ancien talonneur du 15 de France, qui nous a rejoint pour l'événement du week-end, le match du tournoi destination de la deuxième journée entre l'Irlande et la France, samedi 15h15 à Dublin. Bonjour Fabrice. Bonjour Eric. Fabrice, dans votre chronique lundi pour la Charente Libre, vous avez trouvé le 15 de France un peu poussif à l'occasion de sa victoire en Italie, poussif et imprécis, à l'image de cet en avant d'Olivon dans l'embut qu'on va revoir en vidéo. Cette prestation du 15 de France, qui est assez inhabituelle, est-elle inquiétante? Oui, quand on est un prétendant à sa propre succession, je trouve que c'est un peu inquiétant. Alors,
Après, c'est psychologique. Est-ce que si ça avait été le même match à Twickenham, est-ce que l'état d'esprit aurait été le même? Mais bon, les Français, quand même, sortaient de 15 jours de préparation à Cap-Breton. Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est aussi peut-être un peu de suffisance en disant, bon, voilà, on sait qu'on va aller à l'Aviva Stadium une semaine après. Mais normalement, on aurait dû quand même voir une équipe à l'image des Irlandais à Cardiff, c'est-à-dire beaucoup plus incisive et surtout qui ne méritait pas d'être inquiété comme ça a été le cas tout au long du match. Parce que les Français ont tremblé jusqu'au bout quand même. Ouais, vous avez parlé justement des Irlandais qui ont été assez cliniques à l'image du premier essai, 20 premières minutes assez exceptionnelles. Est-ce que c'était l'équipe vraiment favorite du tournoi? Ah bah là, ils se sont positionnés, quoi. Voilà, ils ont pris la place, ils ont marqué le territoire. C'est un bon avertissement pour les Français. Et ils savent très bien que nos adversaires les plus coriaces des Irlandais aujourd'hui, ça reste quand même les Français. Et aujourd'hui, psychologiquement, ils ont pris un ascendant psychologique parce que ce qu'ils ont produit à Cardiff, faut pas croire, l'équipe du Pays de Galles, quand même, c'est une sacrée équipe, même si c'est remanié au niveau du staff. Mais mettre 40 points au Millennium Stadium de cette manière-là... voilà, il va falloir mettre le bleu de chauffe, comme je le disais samedi. Les Français, paradoxalement, restent sur 2 succès contre l'Irlande dans le tournoi. Et ils connaissent la recette, les tricolores. Et si oui, quelle est-elle, cette recette, pour venir à bout des Irlandais? À chaque fois qu'ils sont venus à bout, déjà, il y a eu beaucoup de solidarité. Puis après, il y a quand même eu encore une fois des exploits personnels. Ouais. Donc c'est ce qui a fait un peu la différence. On était dans un jeu de dépossession, à savoir que on laissait les initiatives aux Irlandais et les Français avaient une défense qui était très très correcte. Et après, sur justement les contre-attaques, ils sont très terriblement efficaces. On connaît les X-Factors, voilà, on connaît la capacité de Dupont, de Penaud, de Jalibert qui vient d'un plaque player. Donc il y a vraiment des garçons qui sont capables de faire la différence. Alors est-ce qu'ils seront capables de le faire samedi? Voilà, il faudra d'abord éviter et diffuser un petit peu la pression que vont mettre les Irlandais parce que eux, c'est déjà leur finale, ça c'est sûr. Et il faudra être beaucoup plus discipliné surtout. Alors la discipline, là encore une fois, on va voir la manière dont ils vont s'adapter. Parce que en post-match, c'est vrai qu'ils ont été très surpris par cet arbitrage et ils n'ont pas su le corriger à la mi-temps. Donc voilà, il y a une incompréhension complète par rapport à l'interprétation que faisait l'arbitre. Voilà, là il faudra, j'espère que cette semaine, je pense que ça a été fait, mais je pense que Jérôme Garcès a dû faire un focus très précis sur l'arbitrage, quel type de faute il sifflait, son comportement, comment s'adresser à lui, parce que voilà, il faudra être très réactif et opérationnel tout de suite. Est-ce que le vainqueur de ce Irlande-France samedi aura fait un grand pas vers la victoire finale, ou est-ce qu'il faut se méfier de l'Écosse qui allait gagner à Twickenham, qui va recevoir 3 fois pour un seul déplacement en France? Aujourd'hui, le tournoi, même avec l'Italie, tout le monde est capable de battre tout le monde. Je pense qu'il faudra quand même rester sur ses gardes. L'Irlande, en l'emportant contre la France, aura fait un bon bout de chemin, même s'il restera quand même d'autres adversaires à battre. Mais voilà, ils auront en tout cas écarté un prétendant à la victoire. Si on vous demande un petit pronostic, Fabrice? Je suis moins serein que les autres semaines. Donc j'ai trouvé les Irlandais terriblement efficaces. Et ils ont quand même en mémoire ces deux dernières défaites contre la France. C'est un peu comme le Marseille PSG de la Coupe de France. Donc je pense qu'ils vont avoir un malin plaisir. Voilà, et on va être un peu les souffres-douleurs. Donc voilà, j'ai envie de croire à l'exploit. Vraiment de croire à l'exploit, mais je mets quand même un avantage à l'équipe d'Irlande qui va jouer devant son public et avec un capital confiance optimum. Merci Fabrice, on enchaîne, pas d'équipe du week-end cette semaine puisque c'était une journée de mise à jour pour le foot charentais. Alors place à l'instant rematch avec notre partenaire Stadium La Couronne. L'instant rematch, cette semaine, c'est les U14 de l'ACFC qui sont à l'honneur. On va voir la vidéo du but. C'était à Châtellerault, une défaite 7-1 de l'ACFC, mais ça leur a quand même permis de marquer un joli but. C'est Romain Moni, une personne de Châtellerault, qui remporte l'instant rematch et qui gagne un bon d'achat de 30 € chez Stadium La Couronne. Donc il faudra qu'il vienne jusqu'à La Couronne quand même, mais peut-être l'année prochaine pour le prochain match. En tout cas, c'est un joli but. On peut voir une belle action collective. Allez. Avec une passe en une touche de balle. Il y a un jeu là. Et le but. Donc défaite 7-1 de la CFC. Mais... Après, la personne de Châtellerault peut peut-être offrir le bon d'achat à un joueur de la CFC. Ouais, peut-être au gardien qui a pris 7. Au gardien qu'on a pris 7. Bon, merci. On termine avec l'agenda du week-end. Jingle.
Un week-end qui démarre donc vendredi soir à Chanzy, 19h30 pour le SA15, 20e journée de Pro D2. Face à Massy, le SA15 16e, 2 points de retard sur les Franciliens. On a demandé à l'ailier du SA15, Marvin Lestremo, si la série de 7 défaites en cours trottait dans les têtes. Lui, il est prêt au combat. On l'écoute. Moi, j'ai envie de te dire, je prends ça comme un challenge. Ouais. Donc, on n'a rien sans rien dans la vie, on sait ce que c'est. Donc là, c'est à nous de retrouver les bases du rugby. J'ai envie de te dire un peu à l'ancienne, malheureusement, où il faut qu'on provoque ce supplément d'âme qu'on n'a plus. Ouais. Et ça on ne l'invente pas. On peut parler de technique dans le rugby, de tout ce qu'on veut. Mais par contre, être des guerriers, ça ne s'invente pas, c'est dans le ventre. Ouais. Donc, là, maintenant, c'est comme je dis, c'est là où on va voir vraiment si on a des mecs de caractère dans le groupe. Fabrice, vous êtes consultant au SA15 depuis une petite semaine. Marvin Lestremo, il a tout dit. Ah oui, puis ils sont bien déterminés pour les avoir observés toute la semaine. Voilà, ils ont vraiment envie d'inverser la dynamique et puis de partir sur un succès et voilà, d'aller chercher justement les autres équipes qui sont devant eux pour rester encore une saison supplémentaire en Pro D2. Kevin, il y a aussi du foot et du hand ce week-end. Oui, et ça commence dès ce vendredi, 18h30, avec le match entre Soyaux et Rodez. À Rodez, c'est un match en retard de D1 Arkema. Soyaux qui a été battu 0-4 contre Fleury lors du précédent match et qui doit à tout prix remporter ce match contre une équipe qui joue le maintien comme elle. Demain, samedi plutôt, la CFC qui reçoit Moulin-Isère à 18h. Là, c'est pareil, la CFC qui doit l'emporter contre une équipe mal classée pour essayer de se donner de l'air dans un championnat où il y aura 5 à 6 descentes. Donc il y a beaucoup de pression au niveau du foot cette saison. Il y aura également du handball samedi. 19h, l'ETEC reçoit l'Union. L'ETEC qui joue toujours la montée, qui a fait un nul au Pays Basque et donc qui doit essayer de l'emporter pour rester au contact, qui est deuxième. Et l'ACH ira à Rochechouart samedi à 20h45. Oui, pour une sorte de derby face aux Limousines. On termine avec du rugby. L'UBJ, auteur d'une grosse performance la semaine dernière contre Nantes, se déplace à Bergerac pour essayer de confirmer, d'engranger des points dans sa course au maintien. Et enfin, dimanche, au Parc des Sports de Cognac, l'UCS n'aura pas la partie facile dans le match des extrêmes face au leader Dax de l'ancien demi de mêlée Centurion du SA15, Adrien Yestaran, pour qui on a une petite pensée cette semaine. Voilà, cette émission est terminée. Merci à Sorna et Bastien Lacoste d'être passés par le studio de Charente Libre. Merci Fabrice. Rendez-vous devant la télé samedi 15h15 Irlande-France. Après, il y a un petit Écosse-Pays de Galles qui devrait pas être mal. Rien que pour le Flower of Scotland contre le Land of My Father. Ça file les poils. Donc on sera devant la télé. Merci à Virginie, à Jean-François et Johan à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.